Améliorer le climat des affaires en RDC, une priorité au sommet de l'État. La première ministre Judith Suminwa a eu des échanges avec une délégation d'ambassadeurs de 4 continents, conduite par l'ambassadrice néerlandaise Angèle Samoura, autour des réformes à impulser pour attirer davantage d'investissements. Un reportage d'Emmanuela Commissaire et Djoukoukou. La République démocratique du Congo veut séduire le monde. Ce mardi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu des ambassadeurs d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, dirigés par Angèle Samoura, ambassadrice des Pays-Bas. Au menu, un climat des affaires sécurisé et attractif, capable de protéger les projets existants et d'attirer de nouveaux investisseurs. Ce qu'on veut vraiment, c'est donner ce signal politique qu'on a besoin d'une amélioration du climat d'affaires pour assurer que nos entreprises qui sont déjà ici peuvent travailler et grandir, mais aussi pour attirer des nouveaux investisseurs. Oui, absolument. En tant qu'ambassadeur, ça fait part de notre travail d'être en contact avec notre secteur privé et de discuter les défis, mais aussi les opportunités qui sont pleins aussi dans ce pays. Fiscalité complexe, insécurité juridique, SMIC, sous-traitance, les diplomates ont pointé le frein à l'investissement. Bon, les défis sont connus. Il y a beaucoup de problèmes sur la fiscalité, la situation juridique, la loi de sous-traitance, le SMIC, qui empêchent nos entrepreneurs à venir ici et créer aussi d'emplois pour l'RDC. Face à ces préoccupations, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la détermination de son gouvernement à améliorer significativement le climat des affaires. Je l'ai dit tantôt, Marrakech abrite la 4e édition du Golf Information Technology Exhibition, GTEC, son sigle, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc accueille le plus grand salon d'exposition technologique en Afrique pendant 3 jours. Plus de 10 000 participants vont rivaliser d'ardeur pour montrer les différentes avancées technologiques enregistrées dans leur secteur d'activité. Edith Chala, notre envoyé spécial à Marrakech. Avec pour thème catalyser l'économie numérique africaine à l'ère de l'intelligence artificielle, Marrakech au Maroc est la ville hôte de la 4e édition du Gulf Information Technology Exhibition GITEX Africa Morocco 2026. Sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed V, le Maroc accueille le plus grand salon d'exhibition technologique en Afrique. Les participants sont plus de 1450 entreprises des technologies de pointe venues de 130 pays du monde. Pendant 3 jours, elles rivaliseront d'ardeur pour montrer les différentes avancées technologiques enregistrées dans leurs différents secteurs d'activité. Plus de 40 milliards de dollars de potentiel disponible pour les investissements dans les startups les plus innovants dans les domaines variés. À l'instar du Maroc qui ambitionne de créer 240 000 emplois dans le numérique, la République démocratique du Congo peut en faire autant avec les différents partenariats que signe le pays avec les partenaires disposant des connaissances avancées dans ce secteur de high-tech. Après la cérémonie d'ouverture, les panels plus que variés sur l'intelligence artificielle ont pris le contrôle des plateformes. Celui sur l'intelligence artificielle alignée et l'éthique, comment construire une intelligence artificielle adaptée pour l'Afrique, s'est révélé particulièrement très instructif. Développé par Philippe Baudouin, chercheur à l'AO0 au Canada, et Ilias Benjoloun, directeur chez Elantac, toujours au Canada, ce panel a eu l'avantage de démontrer que l'intelligence artificielle véhicule une culture, exprime des croyances, surtout traduit des valeurs qui ne sont pas toujours les mêmes partout. Les Africains devront en prendre conscience, se mettre ensemble pour développer les intelligences artificielles propres qui parlent leur langue. En ceci, les responsabilités sont partagées entre les gouvernants qui doivent proposer aux populations des infrastructures modernes propices au développement des compétences locales en intelligence artificielle. Et puis, signature ce mardi des contrats d'exploitation des infrastructures pétrolières entre SEP Congo et Engip Énergie, une cérémonie présidée par le ministre du Portefeuille et le ministère des Hydrocarbures, Suzy Ngoy et Tony Djouma. Une étape majeure vient d'être franchie dans le processus de modernisation du secteur pétrolier congolais. SEP Congo SA et Engip RDC ont signé officiellement des contrats d'exploitation des infrastructures pétrolières.
L'événement a eu lieu sous la conduite de la ministre du portefeuille Julie Chikou, en présence de la ministre d'État en charge des hydrocarbures, Acacia Bandoubola. La ministre du portefeuille a souligné la portée stratégique de cet accord, le qualifiant de tournant historique dans la gestion des actifs pétroliers de la RDC. Pour le directeur général de CEP Congo, cet accord traduit la confiance renouvelée de l'État envers une entreprise disposant de plus de 50 ans d'expérience. C'est un contrat que nous sommes très fiers de signer avec beaucoup de responsabilités, alors qui concrétise beaucoup de mois de négociations, mais également une confiance de l'État congolais vis-à-vis de notre société CEP Congo. Nous pensons que c'est une très bonne chose aujourd'hui qu'il y ait cette continuité-là qui nous garantit un avenir prospère. De son côté, le directeur général d'Enjip RDC a mis en exergue l'impact structurant de ce partenariat sur la souveraineté énergique de la République. Cette signature marque un moment décisif pour la souveraineté énergétique du pays, dans la mesure où, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais n'avait pas une entreprise de logistique pétrolière. Et aujourd'hui, le gouvernement s'est doté de cette entreprise spécialisée dans la logistique pétrolière. Cette initiative confirme l'engagement du gouvernement à moderniser les infrastructures consolidées, les compétences locales et bâtir des partenariats solides au service de l'économie nationale. La guerre au Moyen-Orient agit comme un choc de plus sur une économie mondiale déjà fragilisée. Dans un papier de réflexion signé d'Ada Chabani, les alertes du Fonds monétaire international se confirment: tensions sur les prix de l'énergie, perturbations des chaînes d'approvisionnement et regain d'incertitude sur le marché. Regardez. La guerre du Moyen-Orient suite à l'affrontement entre les États-Unis, Israël et l'Iran qui a marqué le mois de mars a généré un choc macroéconomique mondial selon le Fonds monétaire international. Ce conflit armé a affecté les finances, le commerce et l'énergie à travers le monde et a aggravé aussi la pauvreté selon la Banque mondiale. Pour le Fonds monétaire, au-delà des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables, cette guerre a une incidence négative sur l'économie mondiale. Ce choc économique est dû notamment à la fermeture du détroit d'Ormuz, la voie de passage des hydrocarbures, plus précisément des produits pétroliers et du gaz, avec comme conséquence l'augmentation des prix des produits pétroliers à travers le monde. Les bilans macroéconomiques soulignent que cette guerre a un impact sur les prix de l'énergie, notamment ceux du pétrole et du gaz, et l'augmentation de l'inflation freinant la croissance économique des pays les plus touchés par ces conflits armés, parmi lesquels les pays africains dont la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la hausse des prix du baril de pétrole risque de provoquer entre autres des conséquences liées à la hausse des prix des biens importés, notamment les produits pétroliers, pharmaceutiques et les pièces de rechange. Il y a aussi la pression des demandes de devises par les importateurs. À cela s'ajoute la hausse des prix à la pompe, nécessitant l'accroissement du montant des subventions des produits pétroliers par les trésors publics, avec un choc sur l'économie du pays. Le commerce mondial est aussi perturbé car les frais de l'importation des engrais et des produits alimentaires entraînent leur hausse des prix. Cette crise a aussi affecté les marchés boursiers, les investissements et les échanges commerciaux des différents pays. Je l'ai dit au sommaire, changement d'approche dans le secteur minier. Louis Watoum, ministre des Mines, impose la redevabilité trimestrielle aux services sous tutelle pour en finir avec l'opacité et la fraude et placer enfin les résultats au cœur de la gestion des mines au profit de la population congolaise. Cédric Enina nous en dit plus. Fini l'opacité, place aux résultats dans les mines congolaises. Les ministres des Mines, Louis Watoum Kabamba, tapent du poing sur la table et instaurent un nouvel exercice de redevabilité. Désormais, chaque trimestre, les responsables des structures sous tutelle devront rendre des comptes, bilan, difficultés et perspectives à l'appui. Dans les viseurs, la fraude minière, les manques de transparence et l'absence des retombées visibles pour les populations. Objectif affiché, remettre de l'ordre dans un secteur clé, en phase avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le premier dans l'histoire de notre ministère, sous son Excellence Louis Watoum Kabamba, nous avons été interpellés, invités, tous les chefs de corps,
pour essayer d'échanger autour d'une table ronde. Parce que le ministère doit fonctionner selon les orientations que son Excellence, Monsieur le ministre, va donner en tant que le ministre national des Mines, parce que aussi le gouvernement de la République attend de nous beaucoup de choses pour les changements. Voilà pourquoi il était question que nous puissions venir, chaque service, expliquer les difficultés, ce qui a été fait pour le premier trimestre et ce qui sera fait pour le deuxième trimestre. Et son Excellence nous a donné ces orientations. Pour le moment, les réunions restent permanentes. Le message est sans équivoque. Le temps des discours est révolu. Place à l'impact concret pour les Congolais. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le gouvernement franchit un pas décisif vers l'accès équitable aux soins. Le ministre de la Santé a validé le plan de mise en œuvre de la couverture santé universelle, assorti de la construction de 240 établissements sanitaires à travers le pays, nous dit Robert Ndechisensé et Turbo Chimanga. Sur l'ensemble du territoire, 240 nouveaux établissements ont été livrés dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et de santé au Kasaï, au Kouilou et au Sud Kivu. Dans une offensive décisive contre les inégalités d'accès aux soins, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, accélère les réformes structurelles pour concrétiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la couverture santé universelle. Parmi les initiatives phares figure la construction de 240 établissements sanitaires modernes à travers le pays, considérés comme un levier majeur pour révolutionner le système de santé en République démocratique du Congo. Ces nouveaux centres, cliniques, centres de santé et hôpitaux de référence s'inscrivent dans un plan ambitieux lancé il y a 2 ans. Pour le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, ces constructions représentent la fondation d'un système de santé équitable et résilient. Les populations concernées par ces constructions à travers les différentes provinces de la RDC saluent cette avancée et remercient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sur la couverture santé universelle. Ce genre d'infrastructure, on en a besoin. Parce que jadis, pour ceux qui connaissent Tchatchikumba, c'est sur la nationale numéro 1. Ce centre, quand moi je l'ai visité à l'époque, c'était un centre pisé, les mamans accouchaient à même le sol. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est un centre humain, c'est un centre qui met la dignité de nos populations au centre. Dans les provinces comme les Kwilu, où 60 structures sanitaires sont déjà en phase d'activation, les premiers signes de cette transformation sont visibles. La République démocratique du Congo, grâce au ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, qui exécute à la loupe la vision du président de la République, pose ainsi les fondations d'un système de santé plus solide, plus équitable et mieux préparé aux défis de l'avenir. Guillaume Gueffa, ministre d'État en charge de la justice, est arrivé dans la ville de Kisangani pour une mission de 72 heures dans le cadre du redressement du fonds d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Le ministre d'État prévoit également une série de consultations directes avec les victimes pour lui permettre de recueillir leurs préoccupations. Eurydice Kitutu. Accueilli à l'aéroport international de Bangoka par les autorités politico-judiciaires et de Frivao, Guillaume Gueffa Atondoko Andali, ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a dès son arrivée échangé avec le gouverneur de province Paulin Lendongolia. Au centre de cette mission, la redynamisation du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. Longtemps attendu par les populations victimes, ce mécanisme constitue un levier essentiel de justice réparatrice. Le ministre est venu évaluer son fonctionnement, identifier le blocage et impulser une nouvelle dynamique afin d'accéder à l'indemnisation effective des bénéficiaires. Autre dossier majeur, la situation préoccupante de la prison centrale de Kisangani, construite à l'époque coloniale. Cette infrastructure pénitentiaire fait face à une vastuité avancée et à des conditions de détention de plus en plus critiquées. Le ministre a ainsi engagé des consultations pour examiner les possibilités de réhabilitation ou de construction d'un nouvel établissement répondant aux normes modernes en matière des droits humains et de gestion carcérale. Enfin, la mission va également permettre au ministre de se pencher sur un dossier sensible de spoliation d'un terrain appartenant à l'État. Déterminé à faire respecter l'autorité publique et à lutter contre l'appropriation illégale des biens publics, le ministre d'État de la Justice a annoncé l'ouverture d'un suivi rigoureux de cette affaire avec l'implication des instances judiciaires compétentes.
La prise en charge de la santé mentale des ex-combattants, un des leviers clés pour leur réintégration communautaire, au cœur des échanges entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Ntanga, et Sheila Roman du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en RDC. Peggy Mukunda. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDRCS, bénéficiaire clé du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF, confirmation de Madame Sheila Roman, coordinatrice du secrétariat du PBF en RDC. Cette dernière a été reçue par le coordonnateur national du PDRCS, Jean Dédié Désiré Ntanga Tita. Le renforcement de partenariats stratégiques entre les deux institutions, faire le point sur le projet en cours, notamment dans les Tanganyika, et de réaffirmer la nécessité d'un suivi rigoureux, sujet au centre de leurs échanges. Occasion pour les patrons du PDRCS de souligner l'importance de la santé mentale comme levier essentiel de la réintégration durable, plaidant pour son intégration transversale dans les projets soutenus par le PBF. Madame Sheila Roman a salué la qualité du partenariat et confirmé le rôle central du PDRCS comme bénéficiaire clé du PBF. Et puis les travaux de l'atelier de présentation et de validation du portefeuille des projets partenariats publics-privés prioritaires et de l'avant-projet de loi relative de ce partenariat revisé ont été lancés ce matin à Kinshasa. Des assises ouvertes par Guy Lanyembo, ministre d'État du Plan, marquant l'engagement politique du gouvernement dans la promotion des investissements à travers le partenariat public-privé. Yvette Makoutima et José Dimoné-Kéné. 100 milliards de dollars américains à mobiliser, la RDC n'a plus droit à l'erreur. Le ministre d'État au plan et de la coordination de l'aide au développement, Guylaine Mbombuizia, lance un chantier stratégique, la validation du portefeuille national de projets, partenariat public-privé et l'avant-projet de loi relative au partenariat public-privé révisé en présence de son collègue en charge des relations avec le Parlement, Guy Mboyo. L'objectif est important, attirer les investisseurs, accélérer les infrastructures et donner un coup d'accélérateur à la transformation économique voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mise en œuvre de ce plan exige la mobilisation de ressources considérables, estimées à près de 100 milliards de dollars américains, destinés à couvrir l'ensemble de nos besoins en investissement pour la période 2024-2028. Face à cette réalité et au regard des contraintes budgétaires, le partenariat public-privé s'impose comme un levier stratégique incontournable, permettant de mobiliser des financements additionnels ainsi que de l'expertise technologique indispensable au développement de nos infrastructures et de nos services publics. Pendant 3 jours, experts, partenaires et secteurs privés planchent sur des projets concrets et une loi révisée censée rendre les partenariats publics-privés plus fiables, plus transparent et surtout plus attractif. Projet porté par l'unité du Conseil et des coordinations du partenariat public-privé et autres partenaires. Améliorer la performance du système éducatif passe par une gouvernance efficace. Un atelier de renforcement des capacités des gestionnaires provinciaux s'est ouvert ce mardi sous le thème « Renforcer la gestion administrative pour des résultats efficaces ». Un reportage de Patricia Ungu et Dieu merci Sweka. Renforcer la gestion administrative pour une éducation plus performante, c'est autour de ce thème que se tiennent les travaux de renforcement des capacités des gestionnaires des provinces éducationnelles. Un atelier stratégique ouvert par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, qui tient à impulser une nouvelle dynamique axée sur les résultats dans le secteur éducatif. Cet atelier se veut stratégique. Ces assises sont également l'opportunité de clarifier vos responsabilités dans le cadre du processus de déconcentration. Je vous invite à des échanges fructueux et à une participation active tout au long de ces 3 journées de travaux, que je déclare officiellement ouvert l'atelier de renforcement des capacités en gestion administrative des directeurs provinciaux. Face aux défis persistants du système éducatif, cette initiative vise à doter les cadres administratifs d'outils modernes de gestion susceptibles de contribuer dans l'amélioration de la gouvernance et l'efficacité des services éducatifs à travers le pays. Pour le secrétaire général à l'Éducation nationale, ces assises constituent une étape cruciale pour harmoniser les pratiques et renforcer la performance des structures éducatives. Maintenant, la donne a changé. La gestion
ne se fera pas comme avant. Ça sera un pilotage basé sur la performance, le résultat et la responsabilité. Démarrés ce mardi, ces travaux vont se dérouler pendant 3 jours. Véronique Kachala, c'est la nouvelle coordinatrice de l'élection Miss RDC nommée par le ministre du Tourisme Didier Mazengou qui lui a donné des directives pour la préparation de l'élection Miss RDC avant la fin de cette année 2026. Vital Paga. Cela fait de lustres que le pays n'a pas organisé les concours Miss RDC, un peu à l'image du football congolais qui vient de retrouver sa place à la Coupe du Monde. Pour mettre un terme au désordre constaté dans les domaines précis des Miss RDC, mais aussi faire rayonner le tourisme à travers la beauté de la femme congolaise, le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu s'est fait fort de nommer une nouvelle coordonnatrice de Miss RDC. Il s'agit de Véronique Kachala. Je tiens vraiment à remercier l'Excellence Monsieur Didier Manzenga. Non seulement il a fait de moi Madame l'ambassadrice nationale du tourisme, et aujourd'hui, il a fait confiance que je deviens la coordonnatrice de l'élection Miss RDC. Là, nous allons maintenant commencer avec l'élection Miss RDC officiellement. Nous allons passer par chaque province où il y aura les représentants de Miss RDC provinciale. Et en ce moment-là, les filles vont être renvoyées ici au capital pour passer à la finale de Miss RDC. Normalement, ça peut être à la fin de l'année, vers le mois de décembre, mais nous n'avions pas encore fixé des dates. Le temps pour nous de travailler pour organiser tout ça. Avec la nomination d'une nouvelle coordonnatrice de Miss, la RDC entend reprendre ses lettres de noblesse, comme lors du concours Miss Zaïre, dont l'écho retentit au-delà des frontières nationales. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit de Didier Mazenga. Et puis la route Kananga-Kabea-Kamanga est en pleine modernisation. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a lancé les 10 travaux, nous dit Dada Chabani. Pour désenclaver l'espace Kasaï et renforcer les échanges économiques entre la République démocratique du Congo et l'Angola, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a lancé officiellement les travaux de bitumage du tronçon routier Kananga, Kabea-Kamanga et Kalambambouji sur la nationale numéro 1, une route inscrite dans le corridor économique transnational RDC-Angola. Ces travaux, financés par la BAD, s'inscrivent dans le projet multinational qui a plusieurs volets. Il vise notamment à faire l'aménagement des 10 km de la voirie à Kananga, Kabea, Kamwanga et Munkamba. Il y a aussi la construction de la station de passage de Kalambambouji, la construction des écoles, des centres de santé et agricoles, des marchés et la réhabilitation des forages d'eau ainsi que les pistes rurales. Sur le plan socio-économique, ces projets prévoient aussi la sensibilisation sur la sécurité routière, la lutte contre le VIH-Sida et le Covid et aussi la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres. Le ministre John Banzalunda spécifie les enjeux politiques de ces projets. Nous sommes concentrés à amener notre pays vers son vrai destin, le développement. Et le développement passe par la route. Et la route commence par la route nationale numéro 1. Et parmi les sections de la route nationale numéro 1, il y a Kananga, Mbujimaï. Nous vous invitons d'accompagner le président, les entreprises qui sont en train d'exécuter ces travaux. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé ce mardi le lancement officiel des opérations de souscription pour l'obtention des étalages au sein du nouveau marché central de la capitale dénommé Zando, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la réorganisation et la modernisation du marché. L'objectif est de faciliter les activités commerciales dans la ville. Serge Mata. Quelques temps seulement après la fin des travaux de sa modernisation, le nouveau marché central de Kinshasa, communément appelé Zondo, vient d'entamer sa phase de réouverture avec le début d'identification des candidats et requérants avant la souscription pour l'attribution des étals, kiosques, magasins et chambres froides. Au cours de cette activité organisée ces jours, les autorités provinciales de Kinshasa ont également procédé au lancement de la campagne de délivrance, la patente et de la fiche de recensement des activités économiques et artisanales exercées 2026 dans la ville de Kinshasa. Ces mesures mises en place visent à garantir une attribution transparente et équitable de ces espaces modernes.
Les requérants intéressés ont été invités par la suite à se rendre au jardin botanique de Kinshasa en vue de se mettre en ordre. Cette double cérémonie d'intérêt majeur pour la relance et la restructuration du tissu économique, la capitale a connu la participation de quelques membres du gouvernement provincial de Kinshasa et d'autres invités des marques. Ce journal est terminé. Je vous retrouve dimanche prochain à 20h avec le même plaisir. 23h, retrouvez Iverson Kaboba pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.